Vous qui êtes étudiants, professeurs, professionnels de la supply chain, peut-être avez-vous déjà collaboré avec des acheteurs. Vous savez, ces personnes qui essayent sans cesse de négocier ou qui pensent que tout est toujours trop cher, même quand c'est gratuit. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé quelle était leur valeur ajoutée au sein des organisations. C'est justement la question que nous nous sommes posée cette année avec IDEA, qui ne dispose pas encore d'un service achat qui soit structuré à l'heure actuelle. Alors, donc, pour contextualiser notre projet génial, donc, le but de notre projet génial était de confronter la vision achat théorique avec la pratique, d'identifier et qualifier les valeurs ajoutées donc, d'un service achat au sein d'une entreprise, et enfin, du coup, de proposer nos meilleures solutions de service achat à l'entreprise. Donc ici, vous pouvez voir notre problématique, et il est à savoir que en fait, l'entreprise IDEA est venue nous voir pour proposer des solutions achats à l'entreprise, parce que l'entreprise, depuis les années 2000, est en pleine croissance de 10 à 15% par an, et donc il devient stratégique en fait, pour l'entreprise de structurer ses achats. Comme outil de planification de projet, nous avons utilisé le diagramme de Gantt. Nous avons défini 11 tâches allant de fin octobre à mi-juin. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe IDEA, c'est un groupe de prestations de logistique, principalement dédié aux industriels, avec des clients dans l'aéronautique et la défense, par exemple. Aujourd'hui, le groupe compte 2400 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros sur le dernier exercice fiscal. Ils opèrent 400 000 m² d'entrepôts sur 80 sites différents un peu partout en France. Et donc, j'espère que pour l'ensemble d'entre vous, vous avez dû faire une revue de littérature. Donc nous, on l'a basé concrètement sur comment implanter un service achat dans une entreprise. Donc on a pu retirer énormément de gains à cet effet, notamment la réponse aux enjeux de la qualité, des coûts et des délais, ou pourquoi pas la gestion de la relation fournisseur, qui est quand même très important dans ce genre de relation. Mais il était à noter que ce n'est pas forcément chose aisée. Un service achat n'est pas facile à rentrer dans une entreprise. C'est pour ça qu'il est important de bien la cerner, et c'est de là dont on a commencé notre travail. Alors vous vous doutez bien qu'une entreprise comme IDEA achète un certain nombre de biens et de services pour fonctionner. Nous sommes posés 3 questions au début de notre projet. Qui achète, comment et auprès de qui sont effectués les achats? Donc, il faut savoir que IDEA fonctionne de manière décentralisée au niveau de ses achats, c'est-à-dire que chaque site achète pour ses propres besoins, et donc ce sont des responsables de site ou des opérationnels qui achètent selon des procédures internes, mais il n'y a pas de service achat à proprement parler. Donc, nous avons bâti notre analyse cette année sur un fichier Excel en fait, qui nous a été transmis par IDEA, qui répertorie l'ensemble des dépenses achats d'IDEA depuis 2 ans. Donc ça représentait plus de 120 000 lignes de fichiers, enfin 120 000 lignes de lignes Excel, donc c'était assez conséquent. Et donc voici ce que nous avons pu retenir pour 2024. Donc le chiffre d'affaires achat d'IDEA est de 129 millions d'euros en 2024, ce qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires. On voit bien que les dépenses achats sont en croissance par rapport à 2023 et qu'elles sont réparties auprès de plus de 4000 fournisseurs. Alors, lors de notre projet, on a pu visiter l'entreprise sur une journée. Elle s'est basée en 2 parties différentes. Donc, la première, on a pu visiter différents sites d'entreposage, par exemple, et interroger plusieurs personnes qui étaient des interlocuteurs dans le processus achat. Et enfin, du coup, l'après-midi, on a animé une réunion devant plein de dirigeants en fait, des business units West, et on est venu leur poser des questions du coup sur la confection d'un service achat. Donc par exemple, on est venu poser la question donc, quels étaient les gains pour eux d'un service achat, et on s'est aperçu qu'ils étaient plutôt réfractaires à cette idée, notamment sur le fait qu'ils avaient une peur d'une perte d'efficacité ou d'un manque de connaissance des besoins d'un acheteur. Donc ensuite, on a effectué un saut de projet. Voilà. Donc, si on peut citer, on ne va pas citer toutes les forces parce qu'on a un temps limité, mais en principale force, on peut citer la culture du management collaboratif qui est très ancrée chez IDEA. Et en fait, pour nous, pour IDEA, c'est un atout dans le sens où notre projet il va nécessiter d'accompagner le changement, et donc ça va impliquer un certain nombre de collaborateurs en interne.
En contrepartie, ce qu'on peut dire aussi, c'est que IDEA passe peut-être à côté de certains leviers de mutualisation, puisque chaque site fonctionne de manière isolée, sans coordination, sans grande coordination entre les sites et sans massification des besoins. Dans les opportunités et les menaces de la mise en place d'un service achat, donc on en a identifié 3 pour chaque catégorie. On peut citer dans les opportunités un gain économique direct et indirect, et dans les menaces, une mauvaise circulation de l'information qui a engendré une perte d'efficacité. Un des objectifs principaux de notre étude cette année, ça a été d'identifier en fait des familles d'achat pour IDEA, qui pour nous représentent des leviers de gains sur le court terme. Donc nous avons identifié 10 catégories que l'on a placées sur la matrice de Kraljic. Alors je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est un outil qui est incontournable dans les achats et qui permet de proposer en fait des stratégies qui vont être différenciées selon les types d'achats en fonction de la complexité du marché et de l'importance de l'achat dans l'entreprise. Donc, parmi les 10 différentes catégories d'achats qu'on a identifiées comme étant porteuses de leviers à court terme, on va retrouver l'intérim, l'emballage, toutes les prestations de sécurité, d'incendie et de nettoyage, les EPI, la gestion des déchets, les voyages, l'informatique et pour finir tout ce qui est télécom. Donc en face de chacune de ces catégories, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a estimé les gains en se basant sur plusieurs sources. Premièrement, sur la littérature. On a été chercher en fait des entreprises qui avaient entrepris les mêmes leviers d'achat et on est venu se baser là-dessus pour pouvoir estimer. On s'est également appuyé sur l'expertise de certains de nos professeurs qui sont en fait des intervenants extérieurs et qui ont déjà eu à traiter ce genre de sujet. Donc parmi les leviers d'achat qu'on a notés, on va trouver, bien entendu, on l'a déjà évoqué, la rationalisation du panel fournisseur, étant donné qu'à l'heure actuelle, les achats chez IDEA sont effectués de manière décentralisée, il n'y a pas vraiment de mutualisation qui est faite. Et donc on va pouvoir le retrouver sur tout un tas de catégories, les EPI notamment, les emballages, les télécoms, la sécurité, l'incendie et le nettoyage. En termes d'autres leviers, on va retrouver bien sûr le levier numéro 1 de l'acheteur qui est la remise en concurrence de manière régulière. Étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui s'occupe de ça à temps plein, ce n'est pas forcément le cas. Et donc ça, on peut le mettre en place sur toutes les catégories. On va avoir également la standardisation. Donc ça, c'est tout simplement éviter d'utiliser des solutions spécifiques, mais plutôt standards, et également réduire le nombre de références qu'on commande. Je donne juste un petit exemple. Au lieu d'avoir 10 paires de chaussures de sécurité différentes que les responsables de site peuvent commander, on peut le réduire à 3 et donc du coup ça fera plus de volume, cette fois-ci au niveau des références. On peut également instaurer un catalogue, ce qui ferait gagner beaucoup de temps aux responsables de site, où en fait les prix seraient négociés par un acheteur et les responsables de site n'auraient plus qu'à commander directement dessus. Ça, on peut le mettre en place sur les EPI et sur les dépenses en informatique. Et pour finir, on peut mettre en place ou généraliser des RFA. Les RFA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des remises de fin d'année. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui a été fait avec le fournisseur qui est rétrocédé au client. Et donc, par exemple, sur l'intérim, c'est déjà quelque chose qui est mis en place, mais pas de manière constante, où à certaines années, il n'y a pas eu de RFA, ou alors pas sur tous les fournisseurs. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi en place sur les voyages. Donc au global, on a identifié 773 000 euros d'économies potentielles à viser pour IDEA sur le court terme. Passons maintenant aux préconisations sur la structuration du service achat. Donc nous avions 3 options. L'option 1, le modèle centralisé. Donc ici, tous les achats sont pilotés par un service achat unique. Modèle que nous n'avons pas sélectionné. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, le volume d'achat d'IDEA est conséquent. Cela nécessiterait en fait plusieurs acheteurs. Or, la contrainte de départ communiquée par IDEA était de proposer un service achat avec seulement un acheteur au maximum. Ensuite, l'option 2, le modèle décentralisé. Donc, chaque site gère ses achats de manière autonome. Comme on l'a dit précédemment, c'est le modèle en fait, qui est en place dans l'entreprise actuellement. On ne recommande pas forcément de le maintenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effet de volume. Or, c'est l'effet en fait, qu'on recherche, en fait, c'est de mutualiser les achats pour générer des gains.
Enfin, l'option 3, le modèle hybride, modèle qu'on recommande en fait. Donc ici, une partie des achats est centralisée et l'autre gérée directement au niveau des sites. Concrètement, un acheteur gérera un portefeuille de catégories d'achats dédiés et les achats dits plutôt simples resteront gérés au niveau des sites. Au niveau du profil de l'acheteur, on a essayé de déterminer un profil idéal, donc en fait qu'il ait une première expérience dans les achats, une connaissance du monde de la logistique, qu'il soit une personne proactive et force de proposition avec une grande capacité à convaincre. Et on propose 2 options, un acheteur junior ou un acheteur avec un peu plus d'expérience de 3 à 5 ans. Donc si on doit résumer notre projet génial en 3 phrases, on a analysé les dépenses achats d'IDEA. Ensuite, on a identifié les familles d'achats qui étaient porteuses de leviers de gains à court terme, qu'on a également estimé. Et puis, pour finir, on a proposé une structuration de ce service qui soit adapté aux spécificités d'IDEA. En dernier lieu, on souhaiterait remercier notre tuteur en entreprise ainsi que notre tutrice école pour nous avoir accompagnés tout au long du projet. C'est vrai qu'il était quand même assez conséquent et qu'on y a passé pas mal d'heures en plus par rapport à ce qui était alloué au départ. Mais en tout cas, avec du recul, on ne regrette rien, étant donné que ça a été très formateur pour les étudiants que nous sommes. Merci à tous pour votre écoute. On va passer à la phase de questions. Donc on passe aux questions. Tu as une question? Oui, allez-y. Qui a une question? Bonjour, donc tout d'abord merci pour la présentation. Vous mentionniez qu'IDEA du coup souhaitait un maximum d'un acheteur sur ce projet-ci. Je présume que votre troisième hypothèse rejoint cette demande. Est-ce que vous savez si IDEA envisage de suivre votre hypothèse à la suite de ce projet ? Du coup, pour vous répondre, la question était portée en interne chez eux et c'est en cours de réflexion. Merci. Merci Raphaël. Qui a d'autres questions? D'autres questions? Mathis, tu as une question? Non? Didier, tu as une question? D'accord. Une autre question? Claire? Bon, merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Donc on passe au projet suivant. Ils ont travaillé sur l'approvisionnement local et les circuits courts. Du coup, j'appelle lui, Benjamin, Thibaut et Gwen. Bonjour le service achat, comment allez-vous? Bonjour Thibaut. Ça va super. Vous avez passé une bonne nuit? Très bonne. Nickel. On peut passer au point du jour du coup? Allez, Qu'est-ce que vous avez pour moi? on n'a pas de bonnes nouvelles là. C'est-à-dire? On a des problèmes d'approvisionnement sur notre farine pour nos nouveaux Queen Yaman. Et à quel niveau c'est bloquant? Je pense que tu tiens au courant de l'actualité. Actuellement, dans l'ouest, l'Orient, c'est un peu tendu. Il y a des conflits qui dégradent un petit peu la logistique. Aux États-Unis, on a un président actuel qui fait un peu tout ce qu'il veut au niveau des taxes. Et en Europe, on a une tension entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Donc c'est un peu tendu en général. Surtout que la plupart de nos approvisionnements en farine viennent d'Ukraine, donc là on se pose beaucoup de questions. Ok, mais dans ce cas, si on a autant de tensions de façon internationale, pourquoi on ne change pas de méthode? C'est pas si facile que ça. Tu vois, en fait,
Tous nos approvisionnements sont gérés de façon différente, vu que les services logistiques sont divers. Quand on regarde au niveau mondial, européen et local, c'est complètement différent. Donc il y a vraiment des risques importants et il va nous falloir un outil vraiment dédié pour cela. Ok, je suis d'accord, un outil ce serait top, mais on parle de problèmes qui sont globaux, qui sont internationaux. Il faudra un outil qui puisse prendre tout cet ensemble en compte. Permets-moi d'intervenir, Thibaut. Justement, 4 étudiants de Leslie ont développé précisément ce genre de matrice. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle la matrice Magré, pour matrice d'aide de gestion des risques économiques et territoriaux. Et ça va répondre précisément à notre problématique. Ok, mais comment ça fonctionne du coup? C'est hyper simple. Tu démarres ici, dans la première partie de la matrice, par sélectionner tous les caractères qui sont pertinents, tous ces critères qui sont pertinents pour ton secteur d'activité. On les a regroupés en 4 familles: économique, risque géopolitique et logistique, RSE, et les critères de perception client. Il ne te reste plus qu'à sélectionner ceux qui te paraissent pertinents pour ta problématique dans ton secteur d'activité, et après, tu es parti. Et donc voilà. Et si tu regardes justement ces critères, avec notre étude préalable, en fait, on a sélectionné les critères bien définis pour la farine T55 qui sera destinée à la fabrication de nos Queen Yaman. On peut prendre l'exemple du classement de chiffre d'affaires de ce produit ou la proportion des produits dans l'offre globale. Pour les critères de risque, on peut reprendre ce qu'on expliquait tout à l'heure, les risques géopolitiques qui sont très fréquents en ce moment, surtout en Europe, et les risques logistiques qui vont être très importants pour la livraison de notre produit. Au niveau du CO2, on a pris l'impact impact RSE, on a pris le CO2 dans le cycle de vie et l'impact sur la santé humaine, sur la perception client. On s'est surtout attaché à l'élasticité prix et la perception du consommateur sur l'éthique vis-à-vis du fournisseur. Et donc, une fois que tu as sélectionné tous tes critères, c'est parti comme ça dans la matrice. Tous les critères viennent s'intégrer automatiquement à la matrice qu'on a créée pour notre problématique de farine. On a renseigné 4 filières dans notre exemple, 2 qui sont nationales, une en Grand Ouest, une en Grand Est, une Mercosur en Amérique du Sud et une en Europe de l'Est. Tous les critères viennent s'ajouter ici pour la famille économique. Il ne reste plus qu'à les noter de 1 à 4 suivant le degré de risque qu'on considère qu'ils ont. Et ces notes sont ensuite pondérées en haut par un coefficient qui est lui calculé selon le secteur d'activité. Ok, mais du coup, ces critères-là, comment... oui, ok, ces critères-là, c'est bien d'avoir des notations, mais au niveau de vos sources, comment vous avez fait? Eh bien, elles sont toutes sourcées. Par exemple, si on reprend l'effet de risque sur les indices de risque sécuritaire, on a pris des chiffres réels d'Amarante, qui est une société, un cabinet de conseil économique privé, qui donne des indices des différents pays mondiaux sur les risques qu'il peut y avoir à faire du business avec certains pays. Donc là, tu vois très clairement que l'Ukraine a une note de 4 sur 4, alors que la France a une note de 2 sur 4. Ok, donc si je résume, grâce à cette matrice, on peut avoir un visuel clair sur toutes les informations qu'on a besoin pour notre filière, de façon synthétique. Mais juste la question que je me pose à ce niveau-là, c'est, là, on a toutes nos informations, c'est bien, mais derrière, si on veut les présenter, est-ce que vous avez une façon plus synthétique de nous le montrer? On va te présenter les critères RSE, si tu veux bien, avant. Au niveau de la RSE, on s'appuie sur les chiffres de l'INAO pour, par exemple, la consommation d'eau liée à la production d'1 kilo de farine. En Europe, enfin en France, ici, on est à 1500 litres, tandis qu'au Mercosur, on est plutôt à 1800. Ce qui impacte dans la note finale. Et pour finir sur les exemples d'indicateurs, sur la perception client, on a pris par exemple l'Obsoco, l'Observatoire de la consommation en France, sur ces chiffres de 2023 qui nous indiquent que la farine est un bien de première consommation et qu'il n'est donc pas concerné par la fuite des clients s'il est en rupture en linéaire.
Ce qui est important de retenir, c'est que chacun de ces indicateurs est modifiable, il est fiable, officiel, vérifiable, et on peut le mettre à jour. On peut donc appliquer cette matrice à n'importe quel secteur d'activité, quel qu'il soit. Et donc, voilà, c'est ce que j'allais demander. Et donc, c'est la façon que vous avez trouvé pour rendre ça plus lisible ? En effet, à la fin de la matrice, une fois qu'on a tout renseigné, ça nous donne ce diagramme extrêmement visuel des risques par filière et par critère de risque. Par exemple, dans notre exemple de la farine, on voit ici que la ligne en rouge est la moins risquée, qui correspond à la France Grand Est. C'est donc cette filière-là, à l'instant T, avec les indicateurs qu'on a, qu'on va devoir prioriser. Mais d'accord, donc là, visuellement, c'est beaucoup plus clair. Mais donc, pour notre question de base, c'est pas forcément le mieux de s'approvisionner de façon locale, si je lis ça comme ça. Eh bien, oui et non. Finalement, ici, on pourrait choisir si on choisit le local, il faudrait ici constater que pour le total économique, la France est bonne dernière, avec 18 et 16, comparé à 14 et 12. Cependant, elle n'est pas pénalisée dans la note finale. Mais si on souhaite être en local, il faudra travailler sur ces points-là. Donc ici, c'est ECO 2 qui correspond au TCO, donc ce qui nous donne un point de levier en négociation. Finalement, cet indicateur nous donne plutôt des indications sur lesquelles il faudra appuyer en négociation ou aux risques auxquels on fera face avec une grande probabilité. Ok, donc si je comprends bien, grâce à ce graphique, ça nous permet d'avoir une vision claire et de pouvoir savoir, en anticipant, les potentiels risques qu'on aura par point d'intérêt et pouvoir mieux les gérer. C'est ça. Beau travail. Ok. Pause café ? Allez. Merci beaucoup pour la présentation. Asma, si je peux me permettre, juste pour faire un petit point un peu plus sérieux après cette petite présentation. À la base, quand on a commencé notre projet, on voulait partir sur quelque chose qui était plus du ressort de la revue de littérature, de la recherche scientifique. Et en fait, plus on a avancé dans cette recherche-là, plus on a accumulé des données et qu'on les a analysées, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas d'outils précis qui permettent de rapidement se rendre compte et anticiper ces risques en entreprise. Et donc on est arrivé à la conclusion de se dire pourquoi pas nous, finalement, pourquoi nous on ne pourrait pas essayer de construire avec nos moyens et avec les analyses qu'on a faites avant cette matrice-là. Donc c'est la matrice qu'on vous a présentée. Et pour conclure, je tenais quand même à remercier M. Fredo et Mme Relifi pour l'aide qu'ils nous ont apportée pendant ce projet, pour les différents conseils qu'ils ont pu nous apporter, pour les critiques, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu malgré les légères erreurs de ma part. Voilà, merci et surtout envoyez 2 au 7-12-12. Merci beaucoup. Merci. On passe aux questions. Des questions? Mohamed. Merci pour votre présentation et bravo de s'attaquer à un sujet, en fait, la gestion des risques, que ce soit achat ou supply chain, qui ne sont pas forcément des sujets simples. Donc, ma question, en fait, dans les calculs que vous avez faits, en fait, on voit des indicateurs. Donc, c'est des analyses avec voilà, des multicritères. C'est très bien parce que ça permet d'avoir une approche plutôt systémique du sujet. Ma question, c'est où vous intégrez l'évaluation d'un risque de manière plus opérationnelle, parce qu'un risque s'évalue par une probabilité d'occurrence et un impact. Donc là, vous avez un indicateur. Où est-ce que vous intégrez ces 2 paramètres? Est-ce que c'est à l'intérieur de vos différents critères ou en fait c'est une interprétation des résultats que vous avez? En fait, pour répondre à ce point-là, la notation finale qu'on a par catégorie, logiquement, dans un service achat, tous les jours, on est censé avoir une accumulation d'informations, on est toujours au courant des dernières données. Et en fait, par rapport à ça, on se dit, OK, sur quel point, par rapport à notre filière au moment T, on a le plus de risques. Et on va se dire, par exemple, actuellement, si jamais je veux m'approvisionner en Europe de l'Est, avec les tensions actuelles, il y aura peut-être plus de risques, mais aussi bien dans 5 ans ou dans 10 ans, ce coefficient-là va changer. Juste ajouter une petite remarque par rapport à votre question.
En effet, on n'applique pas forcément tous les risques factuels pour toutes les filières. Ce n'est pas un outil universel qu'on a créé. Dans notre exemple ici, on parlait de la farine, pour pouvoir vous parler par exemple de la géopolitique avec l'Ukraine, qui exporte énormément de farine. Dans le cas où on parlait tout à l'heure de zone inondable à Redon, évidemment qu'on intégrerait cet indicateur de risque-là en calculant le nombre d'inondations sur les dernières années et le risque d'occurrence. Donc finalement, ce calcul de risque d'occurrence, il est fait indicateur par indicateur. Mais en tout cas, tous ceux qui sont présentés ici sont sourcés, fiables et vérifiables. Et même au niveau des pondérations, vu qu'on a la chance d'avoir Louis dans notre groupe qui fait partie de Aska West, donc en agroalimentaire, on a pu récupérer de la pondération réelle, dédiée à l'agroalimentaire, quoi. Donc, ce qui rajoute vraiment de la crédibilité à cette matrice. Ouais. Ah, vous m'avez bluffé, là. Parce que vous savez ce que vous avez comme intervention la semaine prochaine? Vous, vous, en maîtrise, en risque. Retour d'expérience dans une entreprise sur la création d'un outil de management du risque par contrat. C'est nickel. Ça veut dire qu'on a une journée de libre la semaine prochaine. Non, c'est intéressant que vous ayez fait cette approche et je vous en félicite. Moi, j'ai une autre vision en disant on doit juger ligne par contrat, parce qu'un fournisseur peut avoir c'est très simple mon raisonnement, 3 activités. L'une activité où il est très très bon, l'autre moyen, l'autre mauvais. Vous n'allez pas condamner ce fournisseur-là sous prétexte qu'il a 3 activités. Vous allez prendre peut-être là où il est très bon, où il est moyennement bon. C'est comme ça que j'explique, moi, mon approche un peu différente. Le véritable management du risque, il se traite, je sais que c'est très dur, contrat par contrat, et donc là, le numérique va extrêmement nous aider. L'approche numérique et l'IA aussi, parce qu'avec l'IA, je pense qu'avec toutes ces données-là, on balayera et on mettra ça dans un outil de consolidation, contrat par contrat. Mais là, vous avez débroussaillé le terrain, c'est formidable, je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Salé. On s'arrête avec les questions. Une dernière question peut-être? Non, c'est bon. Merci beaucoup les Mas 3. Merci. Donc, un dernier projet pour la catégorie achat avec Maryse, Henri, Augustin et Nina. Donc, ils ont optimisé le processus achat d'une TPE, en fait, l'entreprise GoSmart. Bonjour à tous. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nina Duvel, je suis en dernière année MLAI option LSI et je vais être là aujourd'hui pour vous parler du projet Guasmad. Alors c'est un contexte un petit peu particulier puisqu'on est 4 sur ce projet, mais malheureusement mes collaborateurs n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc je vais vous présenter notre projet Guasmad. Donc comme vous l'avez vu, c'est un projet, donc je vais vous expliquer ça. C'est une entreprise, Guasmad, qui a été fondée en 2023 par les 2 jeunes collaborateurs que vous pouvez voir ici. Ça a été fondé en 2023 et leur projet était justement de créer des t-shirts éthiques qui va s'inscrire dans le développement durable pour justement venir contrer la fast fashion. Comme vous le savez, le secteur du textile, c'est un secteur qui est assez controversé, ne serait-ce que sur les conditions de travail. Et justement, leur idée, ça allait être de chercher des fournisseurs européens où il y allait avoir un bon respect du travail, chercher du coton biologique et qui va s'inscrire dans le développement durable. Ils ont lancé une première production en 2023 qui n'a malheureusement pas abouti. Et cette année, ils se sont dit pourquoi pas faire appel à des logisticiens pour justement nous aider, puisque la logistique ne s'invente pas. On a justement décidé de travailler avec eux pour ce projet génial, ce qui nous a donc emmené à la problématique suivante. Quelle stratégie supply chain adopter dans une TPE de textile? Cette stratégie-là, elle va justement venir répondre aux 3 incoterms que nous avons ici, qui vont correspondre au travail décent, au respect climatique et au développement durable. Alors, par contre, là, je suis bien embêtée parce que normalement, on est 4 sur ce projet et là, je vais être toute seule, donc je ne connais pas du tout les slides suivantes. Enfin, c'est pas moi qui les ai faites. Du coup, écoutez, vu que vous êtes en logistique comme moi, je vais vous demander de m'aider, s'il vous plaît, et si vous pouvez me dire comment débuter une recherche de fournisseur, s'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait m'aider, parce que... Oui, moi je peux t'aider, Nina. On a une volontaire. Désolée, je suis en retard, j'arrive, je me dépêche. Bien sûr, tu es dans mon groupe. Bon, je vous demande d'accueillir Maryse.
Déjà, première question, est-ce que tu as trouvé des fournisseurs? Oui, j'ai cherché par Internet, j'ai trouvé des fournisseurs, mais je sais pas quoi très faire. bien. Tu as la première étape. Ok. Ensuite, nous, on nous a appris à commencer par un RFI, donc le RFI, Request for Information, qu'on voit juste ici à l'écran. On a décidé de le décomposer en 5 étapes. La première, la fiabilité de l'entreprise, sa capacité logistique, sa solidité financière, son engagement qualité et responsabilité, et ses compétences techniques et textiles. Ce questionnaire va être envoyé à tous les fournisseurs que nous avons trouvés et va servir à avoir une meilleure connaissance du marché, de nos fournisseurs, etc. Par contre, je sais qu'il y a une deuxième méthode, mais je ne la connais pas non plus. Ah non. Donc j'aimerais bien que vous nous aidiez. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît la méthode suivante? Je crois que c'était Augustin qui devait le faire, mais il doit être en pause. Ah bah tiens, Bah Augustin. super. Donc vous avez cherché des fournisseurs pour cette Oui. entreprise de textile. Vous en avez trouvé. Et là, vous voulez savoir comment on fait après le RFI. C'est ça. Ben, moi, j'ai ma petite idée. Ah, Il super. faut faire une grille de critères de sélection. Donc on vient mettre tous nos critères et les pondérer. Et les plus importants, on vient leur mettre une pondération plus importante pour qu'il y ait plus de poids. Et nous, ça va être l'engagement qualité et responsabilité et compétences techniques et textiles. Après, moi, la suite, je n'ai pas fait. Ah bah super, on est encore bloqué. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut encore nous aider et connaître la troisième méthode, s'il vous plaît? Moi, je peux si vous voulez. Ou vous pouvez demander à Valentin, peut-être. Ah oui. Non, 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 non. Ok, On ne demande pas à Valentin. Donc là, vous avez fait la RFI? Oui. Ok. Vous avez fait les critères d'évaluation? Oui. Ok. Vous avez eu des retours de fournisseurs? Oui. Pas mal. Et il ne reste plus qu'à faire une grille de cotation qu'on va envoyer du coup aux meilleurs fournisseurs sélectionnés. Ah. Ok. Et c'est ce qu'on appelle donc la RFQ. Et puis, suite à ça, on pourra émarger possiblement un contrat avec eux, un contrat d'achat. Super, merci. Merci Henri. Et donc 5 mois plus tard, bah, ça y est, on a tout envoyé. Et on a envoyé à 23 fournisseurs. Donc on a sélectionné par rapport à nos critères. Et on a eu 8 retours sur nos RFI. Donc on a fait avec ma grille, on a pu les noter. Et on a Lopez et Carvalho qui sortent et Coco et Rico, avec une note à environ 4. Donc voilà, comme vous l'a expliqué Augustin, on a 2 fournisseurs qui sont vraiment ressortis du lot et qui correspondaient à nos valeurs. On a tout d'abord le fournisseur Lopez et Carvalho, qui est un fournisseur portugais. Et justement, on a pu appliquer cette fameuse grille de critères d'évaluation, de critères de sélection, excusez-moi. Et on peut voir qu'il a eu une très bonne note au niveau de la fiabilité de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1995, qui à partir de 2016 a commencé à s'exporter sur l'Europe, ce qui lui fait un chiffre d'affaires à 98% sur l'export, ce qui est un très bon point vu que nous sommes en France. Et surtout, un point très important, elle a une très bonne note au niveau de sa qualité, sa responsabilité. Vu que nous, on recherche des fournisseurs qui vont être dans le même engagement que moi, que nous, les valeurs éthiques, on peut voir qu'elle a été certifiée Green Textile Club, ce qui correspond tout à fait aux critères de nos 2 fondateurs de l'entreprise. Donc on passe à la présentation de la deuxième entreprise présélectionnée qui est Coco et Rico, qui a une note assez similaire, on arrive à 3,85, donc légèrement plus faible. Surtout dû à la fiabilité de l'entreprise, on lui a mis la note de 3 sur 5, notamment car il a été créé en 2017, donc entreprise qu'on a considérée très jeune. Pour autant, elle a quand même un bel avenir devant elle. Ensuite, au niveau des 4 autres critères, on est surtout à des notes similaires, qui sont aux alentours de 4. Pour les engagements qualité, responsabilité, compétences techniques et textiles, c'est identique parce qu'on a des certifications similaires. Et pour sa capacité logistique, on est vraiment sur une parfaite... c'est pareil. Parce qu'on a une production au Portugal et un délai de 4 à 6 semaines, comme pour Lopez et Carvalho. Nous avons eu un retour à notre RFQ, qui est le retour de Lopez et Carvalho, justement. Et dans leur décomposition du prix, ils nous disent que la personnalisation du t-shirt est à 2 € et que le t-shirt vaut 10 €. 10 € sorti d'usine.
Donc voilà, après avoir établi les 2 critères de sélection de nos fournisseurs, le fournisseur qu'on a gardé comme numéro 1, c'est donc Lopez et Carvalho, à savoir qu'on garde toujours Coco et Rico comme plan B, mais c'est ce qu'on va proposer en premier à nos 2 créateurs d'entreprise. En plus des critères de sélection, il y a d'autres choses qui les ont démarqués. Il y a la réactivité. On a pu échanger directement avec eux. Ils étaient très réactifs. La transparence au niveau de leur entreprise, au niveau de leurs conditions de travail. Tarif négociable. Ils nous ont expliqué qu'on pouvait arriver à négocier un tarif ensemble, ce qui est un critère très important sur la fonction achat. Et enfin, quelque chose qui était aussi important pour nous, ils ont des tarifs préférentiels avec UPS, puisque justement, il faudra bien assurer le transport entre le Portugal et la France. Donc, comme vous l'a expliqué Henri juste en amont, notre t-shirt en sortie d'usine prix unitaire, on arriverait sur 10 €. Maintenant, si on y rajoute la grille tarifaire UPS, on arriverait à 1,87 € le prix de transport, ce qui nous ferait donc un coût de revient de 11,87 €. Si on passe une première commande avec un MOC, c'est-à-dire une quantité minimale de 200 t-shirts, on arriverait donc sur une première commande qui nous ferait 2 373 €. 2200 ou 2300, je me suis trompée. C'est archi long ce truc. Pour en finir avec le schéma logistique de ce projet, il ne nous restait plus qu'à trouver le transport aval. On avait le transport amont, enfin le sourcing, le transport aval, et donc le transport amont, le transport aval, pardon. Et pour ça, on a repris l'idée de Vinted ou Le Bon Coin. C'est que le client choisit son transporteur en fonction des coûts et des délais directement sur le site marchand de Guasmad, donc de l'entreprise. On a noté 2 points importants, surtout sur les difficultés rencontrées durant ce projet. La recherche de fournisseurs, on a commencé avec un simple cahier des charges, on ne connaissait pas encore la méthode RFI, RFQ. Donc on a mis du temps, et puis on n'était pas pris au sérieux, parce que petite entreprise, et puis on avait une petite quantité minimum de commandes. Et aussi et surtout, on n'avait pas de site internet, et donc on n'était pas reconnu, les fournisseurs ne voulaient pas traiter avec des potentiels clients sans site internet. Donc voilà, comme vous l'a dit Henri, on a rencontré pas mal de difficultés. On a justement fait une grille à la fin pour en ressortir le meilleur et le moins bon dans ce projet. On a fait une grille qui s'appelle la grille KISS, où on va mettre ce qu'on y garde, ce qu'on va devoir améliorer, ce qui nous reste à commencer maintenant qu'on a trouvé les fournisseurs, et ce qu'on n'aura plus besoin de faire. Maintenant, on arrive à quelques pistes qu'on a soumises à Goasmad. La première est d'avoir une communication plus poussée, justement de développer son site internet et réussir à se faire connaître. La deuxième est d'innover dans de nouveaux designs, de nouveaux produits, toujours avec des pratiques éthiques et durables. La troisième est de créer une communauté. Ça, c'est Goasmad qui nous a soumis l'idée. C'est en fait de mettre un QR code directement dans l'emballage, et le client flash ce QR code, note son expérience client, et ça permet de se faire connaître autour de soi, et même en tant que client, c'est agréable de sentir que son avis est considéré. Et le dernier, c'est qu'on a eu une bonne surprise pendant notre soutenance géniale, c'est qu'on a découvert l'entreprise Solidress, qui, pourquoi pas, pourrait être un partenaire de Goasmad. Et donc, pour conclure, il faut répondre à la problématique quelle stratégie supply chain adopter dans cette TPE textile. On peut dire qu'il nous faut une bonne collaboration et une bonne communication, un sourcing éthique et responsable, une transparence, une gestion des coûts, une flexibilité, une durabilité. Et pour imager un peu nos flux, à Goasmad, qui était novice en supply chain, on a fait une VSM avec Goasmad au centre, le fournisseur et le client final, et avec les différents process qui peuvent intervenir entre eux. Donc merci pour votre écoute, et merci Nina d'avoir commencé sans nous. Tu as très bien fait ça. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On passe aux questions. Des questions. Qui a une petite question? Mohamed. Pardon. Je vous pose une question parce qu'il faut avoir au moins une question par rapport aux autres groupes. Donc, vous avez présenté au tout début les objectifs du développement durable. Si j'ai bien compris, en fait, l'entreprise a quand même une volonté de s'inscrire dans cette démarche.
Et donc, on voit qu'il y a des fournisseurs potentiellement au Portugal, donc si j'ai bien compris. Et en fin de compte, sur la VSM, je vois flexibilité et durabilité en même temps. Après, c'est une question en fait, qui appelle une réponse de réflexion de votre part. À travers le travail que vous avez fait, vous avez peut-être pu vous rendre compte que c'est difficile justement d'allier flexibilité et durabilité. Parce que si des clients veulent être flexibles, rapides, bah forcément, de point de vue durable, c'est plus complexe. Demain, vous êtes devant le chef d'entreprise et vous êtes devant cette problématique-là. Comment vous arrivez à le convaincre de dire, bah, si on doit être durable, bah, il faut faire quelques arbitrages qui, du point de vue logistique, ne sont pas forcément les plus simples. Donc vous, en tant qu'acheteur, parce que souvent les acheteurs seront amenés à faire ce travail-là, donc voilà, essayez de nous convaincre que voilà, il faut être durable, mais avec des contraintes logistiques. Je ne sais pas si ma question est... Je crois que j'ai compris. Très bien. Je peux répondre. Alors, joindre flexibilité et durabilité, oui, ça peut être compliqué. Mais du coup, si on a un partenariat solide avec notre fournisseur et qu'on a bien sélectionné notre fournisseur, on sait qu'il peut être flexible et résilient, bah, on peut allier cette durabilité dans nos échanges, dans notre commerce avec lui, et en même temps savoir qu'il peut passer nos lots en priorité ou plus tard selon les modes, etc. Et ce sont deux fournisseurs qui ont aussi des stocks tampons en France. Donc, flexibilité. Une autre question, Didier? Ouais, mais c'est encore une félicitation. J'arrête pas de dire, moi, que j'ai démarré en logistique pendant 10 ans. Et puis j'ai mal tourné, je suis passé aux achats. Et vous m'avez démontré là, cet après-midi que vous avez parlé de consulter les fournisseurs, de les sélectionner, de suivre l'exécution du contrat. Je ne vous ai pas trop entendu parler de cahier des charges quand même. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est une source d'économie fantastique, le cahier des charges. Et puis, bon, quant au marketing, vous en avez fait un peu, puisque vous parlez de la géopolitique, vous parlez de plein de notations en plus qu'on peut obtenir maintenant par des entreprises et on se les achète, les cotations fournisseurs en fonction des différents endroits. Encore faut-il un peu les fiabiliser. Non, donc vous êtes complètement prêt, mais j'ose pas vous appeler logisticien, vous êtes logisticien acheteur, voilà. Merci. Mais on peut répondre au cahier des charges, parce qu'on en a parlé. Donc, on avait prévu une slide s'il y avait une question compliquée. Est-ce que quelqu'un du public veut répondre au cahier des charges? Parce qu'on en a parlé. Donc, si vous avez... Peut-être que Valentin peut nous aider. Valentin, tu as bien écouté? On en a parlé. Donc oui, on a fait un cahier des charges. En fait, on avait commencé par un cahier des charges parce qu'on ne connaissait pas RFI, RFQ. Et aussi pour bien tout cadrer. Donc on en a peut-être vite fait parler, mais il y avait un cahier des charges. Justement, en fait, un point qui était assez important, c'est que on n'est pas étudiant en achat et la partie RFI, RFQ qu'on a vu, on l'a vu au cours de l'année. Donc, merci Madame Gauvry si vous voyez ce diaporama un jour. Et en fait, nous, on avait justement commencé par un cahier des charges qu'on a envoyé à tous les fournisseurs et on n'avait aucun retour. Et en fait, on a perdu énormément de temps sur ça, puisqu'en fait, je pense que, comme disait Henri, personne ne nous a pris au sérieux. Il n'y a pas de site internet. Donc, les gens ont dû commencer à chercher Guazmat sur internet en se disant, bon, il n'y a rien. Pourquoi travailler avec ces gens si ça n'existe pas? Et c'est justement le RFI où là, du coup, on allait chercher les questions, on allait chercher des choses plus pertinentes et au moins, on a respecté un modèle achat qui existe. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir tous ces retours. Donc, le cahier des charges, on l'avait fait. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question, Mohamed, qui est... Valentin. C'est pas une question, mais juste pour vous féliciter, parce que vous ne l'avez pas précisé, mais vous êtes un groupe en formation logistique présent en catégorie achat, et donc c'est important de le préciser, parce que vous avez quand même démontré une bonne maîtrise du process, et ça c'est très important. Donc félicitations pour ça. Merci. Merci Mohamed. Et c'est bon. Merci beaucoup pour ce projet ambitieux.